Je vous propose maintenant d'écouter Éléonore. Elle va nous présenter l'étude menée pendant cette expérience. Et je rajouterais que c'est vrai qu'on a... Ah, elle me dit que je n'avais pas fini. Bah, faut me dire. Restez bien concentrés. Ah, voilà. Bon, ben... Eh bien, allons-y. Restons bien concentrés et c'est parti pour Éléonore, sans plus attendre, alors. Bon, merci. Et effectivement, restez très concentrés, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter donc, cette étude. Je voulais juste rappeler, mais du coup très rapidement pour faire le lien avec le parcours là déjà qu'on a opéré ce matin. On a vu qu'on avait une politique, ou plutôt des politiques publiques nationales, internationales en matière d'école inclusive, favorables à l'école inclusive. On a en Eure-et-Loire, ça vient d'être présenté, ce que nous on appelle une innovation remarquable, un dispositif d'école pour tous. Alors je m'arrête 2 secondes sur ce terme de remarquable. C'est pas du tout remarquable dans le sens c'est parfait, allez-y, c'est le modèle à reproduire. C'est remarquable pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une innovation, on l'a vu, sur laquelle ils travaillent ardemment au quotidien, tous ensemble, depuis 2016. Et on l'a suffisamment dit ce matin, il y a plein de problèmes, il y a plein de contraintes, et à chaque fois, ils essayent de regarder comment est-ce qu'on peut quand même continuer à avancer. C'est cette richesse qui est remarquable dans le dispositif. 3 autres choses remarquables, et vous l'avez aussi entendu ce matin, je vais aller rapidement, c'est que ce n'est pas la scolarisation de l'élève, c'est la vie d'un enfant en situation de handicap dans son milieu ordinaire. L'école est un levier, c'est là où on passe beaucoup de temps quand on est jeune, mais en fait c'est tout. Ça c'est très important et c'est ce qui a vraiment attiré notre attention, vous le verrez, c'est ce qui se décline ensuite dans la façon dont a mené l'étude. Deuxième élément important de ce dispositif, c'est que vous êtes allé chercher la coopération. Vous êtes allé regarder comment entre éducation nationale, médico-sociale, collectivité territoriale, MDA, famille, on peut travailler ensemble. Ça, c'est un élément clé. Et le dernier élément qui a vraiment attiré aussi notre attention, et vous l'avez aussi dit, c'est que c'est territorial. Ça a été un choix de faire ça au niveau d'un département. Vous vous êtes mis tous ensemble, le département, autour d'une table en 2016 pour dire comment on fait ensemble. Et ça, vous allez voir que c'est absolument clé, donc c'est aussi quelque chose qu'on allait regarder. Et puis la troisième chose, c'est que là, c'est nous, équipe Évidence, FIRA, il se trouve qu'on pense avoir une méthode pour étudier la transférabilité. Parce que si on met tout ça ensemble, l'idée, c'est de mener une étude de transférabilité sur cette innovation pour aller nourrir les politiques publiques et en tout cas le déploiement de l'école inclusive sur les territoires. Et cette méthode, j'en dis juste 2 mots parce que dans la table ronde ce matin, j'ai un petit peu expliqué la façon dont on voulait avancer. On a mené une recherche donc avec Linda Cambon et son équipe pour aller identifier dans le champ du handicap qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme méthode avec vraiment un objectif spécifique. Ce n'est pas juste d'évaluer une innovation, c'est d'évaluer en vue d'un déploiement. Et donc, ça sous-entendait comment on produit des connaissances transférables utiles à l'action pour déployer cette innovation ailleurs. Donc, c'est ça qu'on a allé étudier dans cette équipe INSERM, qui est, j'allais dire, avant-gardiste, à la pointe de méthodes d'évaluation des interventions, ce qu'eux appellent en santé publique, qui sont en santé publique, d'intervention complexe, et on s'est appliqué le principe de transférabilité à nous-mêmes. On va aller chercher ailleurs ce qui se passe bien, parce qu'en santé publique, ça fait des années qu'ils travaillent sur ces problématiques, ils ont beaucoup d'argent, et on va regarder comment nous, dans le champ du handicap, on peut s'en emparer et l'adapter à nos questions. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça amène à la question de recherche. Quelles sont les conditions de réussite de l'école inclusive ? Ça, c'est la condition générale et c'est comme ça qu'on raisonne avec cette méthode. Vous l'avez compris, c'est pas quel est le modèle idéal, c'est quelles sont les conditions de réussite. Et l'idée, c'est d'aller un peu nourrir tout le monde. Avec des sous-questions, donc déjà, qu'est-ce qu'une bonne inclusion en fait ? C'est quoi une scolarisation effective ? Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, de scolarisation, mais en fait, quels sont les indicateurs qu'il faut aller chercher derrière ? Comment s'opérationnalise, on en a parlé, la coopération, donc notamment éducation nationale, médico-sociale, et en quoi la dimension départementale du dispositif contribue au fait que ça fonctionne.
Donc, là, vous me voyez, mais derrière, il y a des partenaires. Donc déjà, au niveau de la FIRA et l'équipe de recherche, je voulais juste citer Philippe Chervin, qui est présent, je ne sais pas où, qui devrait être là, Linda Cambon, Olivier Ramatario, avec qui on a mené cette recherche, et puis tous les partenaires, vous tous, en fait, acteurs de terrain, vous avez été déjà beaucoup remerciés ce matin, qui avaient vraiment rendu possible, là, non pas le dispositif, évidemment, mais la recherche aussi. Donc avec qui on a beaucoup travaillé. Donc comment est-ce qu'on a mené cette étude? Donc je le disais, nous on a identifié une méthode, et il se trouve que c'est l'évaluation réaliste, qui permet de produire des résultats utiles au transfert. Et je vous l'ai dit, nous elle vient plutôt de la santé publique. Nous on est dans le champ du handicap, donc on voulait l'adapter à notre champ. Donc pour ça, là je vais aller vite, on reviendra si vous voulez pour des questions, mais on a articulé cette méthode d'évaluation réaliste avec un modèle de compréhension du handicap que vous connaissez peut-être, le modèle de développement humain, de processus de production du handicap de Fougerolas, qui est une certaine façon d'appréhender le handicap qui met en avant l'environnement comme crucial c'est, disons, les interactions entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux qui vont créer des situations de handicap. Non pas le handicap, mais des situations de handicap. Et donc on a croisé ça et ça donne la chose suivante, c'est ce qu'on allait rechercher dans l'évaluation réaliste, ce qui est dit. L'évaluation réaliste s'intéresse donc aux interventions complexes on va aller regarder comment produire un changement. Donc pour aller repérer ce changement, on va aller regarder les effets. Donc c'est quoi les effets? Donc dans notre cas, là on s'appuie sur le modèle de MDH-PPH, les effets c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est les situations de participation sociale pour l'enfant. Donc on a allé regarder l'enfant, l'élève, quand est-ce qu'il est ou pas en situation de participation sociale dans son environnement, donc à l'école et en dehors. Ce que dit l'évaluation réaliste, c'est que pour aller produire cet effet, en fait, il faut activer des mécanismes, souvent un peu implicites, des réactions, des compétences, des ressentis, chez des personnes, chez des groupes de personnes, dans des organisations. Et là, nous, je vous l'ai dit depuis le début, ce qu'on a voulu aller voir, c'est l'enfant dans son environnement de vie. Donc, on est allé voir les effets chez l'enfant et du coup, les mécanismes chez l'enfant. Donc, les mécanismes, c'est les perceptions, les réactions, les compétences démontrées par les enfants et les jeunes en situation de handicap. Et ensuite, ces mécanismes sont activés par un ensemble de conditions, d'ingrédients qui vont activer le mécanisme, qui vont permettre un effet. Et donc, dans les ingrédients, il y en a deux types. Il y a les ingrédients qui sont vraiment liés à l'intervention, donc ici au dispositif d'École pour tous qui a été mis en place en Eure-et-Loire, et tous les autres ingrédients qui sont contextuels, qui sont là, tout simplement là, mais qu'on allait regarder aussi. Donc, très concrètement, pour ça, il faut aller recueillir des données sur le terrain. Donc, encore une fois, on a centré l'étude, on n'est pas allé regarder ce qu'il fallait dans le médico-social, on n'est pas allé regarder ce que ça signifie pour l'éducation nationale, on est allé regarder l'enfant dans son école de secteur. Donc, on a choisi 2 établissements scolaires, une école, un collège, en lien, bien sûr, parce que c'est organisé comme ça en Eure-et-Loire, il y a une sectorisation avec 2 structures spécialisées, 2 dames, et on allait interviewer les personnes, mener des entretiens assez approfondis. Donc, bien sûr, déjà auprès des élèves et des jeunes en situation de handicap. Et là, on a eu vraiment l'aide des dames qui nous ont accompagnés pour mener ces entretiens parce que la plupart de ces enfants sont non-verbaux, n'élaborent pas forcément sur leur avenir. Donc, il a fallu adapter complètement ces entretiens. Et ensuite, on a fait un peu comme des cercles concentriques autour de ça. Monsieur Nollet rappelait ce matin, je crois, le premier diaporama qu'il avait fait. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir et j'ai toujours ça en tête où il y a l'enfant au milieu, puis après, tout ce qui navigue autour. Et donc, on a fait exactement pareil. On a recopié dans notre étude. On a pris les jeunes, les enfants, et puis on allait voir les familles, les élèves dans les classes de ces enfants, les professionnels de l'éducation nationale, des dames et d'autres accompagnants. Donc j'en viens à la partie résultats. Alors vous retrouvez cette notion de contexte, mécanisme, effet. Donc je vais commencer par les mécanismes. Et Madame Debord l'a déjà un petit peu indiqué ce matin. On a identifié, pour qu'un élève se sente bien à l'école et une scolarisation effective, il faut activer 5 mécanismes chez lui. Je vais vous présenter les 3 premiers qui vont, à mon sens, un peu ensemble. C'est que premièrement, ce matin, Madame Grimont, tout à l'heure, vous avez parlé des enfants étoiles, je crois. Effectivement, ces enfants sont souvent
un peu à l'école, ils sont sortis de la classe pour un temps d'accompagnement thérapeutique, un peu pour un temps éducatif, ils voient tel intervenant. Donc, ce qui va être clé, si on veut qu'ils se sentent bien à l'école, parce qu'ils vont avoir besoin d'accompagnement, de toutes les façons, c'est de créer, qu'ils comprennent leur environnement, qu'ils s'approprient leur environnement, qu'ils aient une bonne compréhension de leur environnement. Le deuxième mécanisme, c'est qu'il faut qu'ils se sentent élèves comme les autres, un élève à part entière de l'école, de la classe, du maître, de la maîtresse, etc. Mais en même temps, c'est le troisième mécanisme, il faut qu'ils acceptent qu'ils soient différents et qu'ils ont besoin d'aménagement, d'adaptation et qu'ils en comprennent le bénéfice. Et vous voyez déjà, là, il y a quelque chose d'un petit peu complexe, c'est qu'entre le mécanisme 2 et 3, c'est un espèce d'équilibre. Il faut se sentir un peu comme les autres, mais en même temps, il faut accepter qu'on a des différences et on a d'autres besoins. Si on réunit déjà ces trois mécanismes, alors l'enfant, a priori, a une certaine disponibilité pour aller plus loin et peut-être être motivé à apprendre. Il est quand même à l'école. L'idée, c'est d'apprendre. Donc, il faut aller jusque-là. Donc, la motivation à apprendre. Et le cinquième mécanisme, c'est encore une autre marche, mais qui va avec, évidemment, c'est la motivation à s'engager socialement. Pas seulement à apprendre dans l'école, mais aussi à participer, à être au milieu des autres et plus tard, du coup, à devenir peut-être citoyen. Donc, une fois qu'on active ces 5 mécanismes et qui vont nous servir de repère tout le long, c'est vraiment un peu un fil conducteur pour l'action, on en arrive, quels sont les effets qu'on observe? Donc ça, on est allé documenter les effets chez les élèves, les jeunes en situation de handicap. Donc malheureusement, je vais aller un petit peu rapidement, mais on a vu des progrès d'apprentissage. Mais alors, ce qui est vraiment marquant, c'est des progrès d'apprentissage, ça a été dit ce matin, qui en général sont absolument inattendus. C'est-à-dire que déjà souvent les gens disent « mais j'imaginais pas du tout ». Et c'est inattendu parce que c'est dans un domaine qu'on ne pouvait pas prédire, on ne pouvait pas prévoir, et c'est un moment qu'on ne pouvait pas prévoir, mais en tout cas, ça semble ouvrir quelque chose. Le fait qu'il soit dans le milieu ordinaire, ça ouvre quelque chose. Donc il y a des progrès d'apprentissage inattendus. Je reviendrai peut-être après sur je pense, cette caractéristique d'inattendu qui me semble très, très importante sur les conclusions ou les impacts qu'on peut tirer de l'école inclusive. Ensuite, des gains d'autonomie, une prise d'initiative, que ce soit dans le contexte de l'école ou pas. Il y a une maman qui me disait, en fait, depuis, j'ai compris qu'il était capable et je lui ai appris à faire des pâtes, donc maintenant, il peut manger seul. Vous voyez, voilà, c'est des petites choses, mais ces petites choses sont absolument cruciales. Et ensuite, bien sûr, et ça, c'est absolument clé, c'est une participation accrue avec les pairs. C'est que là, ils sont capables de vivre dans un environnement avec d'autres enfants qui, eux, n'ont pas de problématique de handicap. Ils apprennent à vivre en société. Et ça, c'est absolument clé. On avait dit qu'on regardait chez les enfants et les jeunes, mais en fait, l'évaluation réaliste, c'est quelque chose de très ouvert. On regarde ce qui se passe. Alors, on a un peu un plan d'analyse pour se laisser guider, mais on laisse émerger les choses. Mais on a bien sûr vu qu'il y avait un effet clé sur l'école. Il y a un espèce de degré d'ouverture dans les classes où il y a ces enfants qui est très important, une tolérance accrue et donc un climat bienveillant beaucoup plus général qui se ressent au sein de l'école. Également, et là ça a été dit tout à l'heure, on a vraiment vu des effets sur les familles à plusieurs niveaux. Premièrement, elles changent de regard sur leur enfant. Elles découvrent, je ne sais pas comment le dire, c'est que elles ont un peu la vision, on change des idées un peu préconçues que oui, leur enfant est capable. Alors toujours, encore une fois, dans des endroits inattendus, c'est ça qui est assez étonnant. Donc l'enfant est capable, donc ça change le regard. Vous imaginez bien que ça a un effet sur l'élève, l'enfant lui-même aussi. Ça a aussi un effet sur, on le disait tout à l'heure, l'inscription sociale de la famille. Elles deviennent des familles comme les autres. Leur enfant, il ne va plus à l'IME, il va à l'école. C'est une famille comme les autres. Ça, c'est clé. Et un troisième effet sur leur pouvoir d'agir, leur accès au droit, enfin leur capacité à aller demander l'accès au droit. Et ça, elles voient comment ça se passe pour leur enfant, elles voient d'autres familles, elles vont être de plus en plus en mesure de demander un accès au droit pour leurs enfants. Donc, on a vu les mécanismes qui produisent des effets. Et maintenant, les contextes. Donc, on a identifié, alors là, on va rentrer dans la complexité de tout ça, 162 ingrédients qui interviennent, 138 ingrédients qui sont vraiment liés au dispositif d'école inclusive qui a été mis en place en Eure-et-Loir, et 24 ingrédients qui sont externes, sur lesquels on ne peut pas agir au niveau du dispositif d'école inclusive en Eure-et-Loir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé
tout bêtement, en fait, ces ingrédients en fonction de la compétence, de quelle organisation, de quelle compétence ça relevait. Donc, il y a 68 ingrédients qui relèvent de l'éducation nationale, 67 qui relèvent plutôt du médico-social, 22 qui relèvent de la dynamique départementale, le fait qu'il y ait cette décision de créer un pilotage départemental, et 5 qui sont liés à la coopération, mais vraiment directement liés à la coopération, éducation nationale et médico-sociale. Mais c'est un peu fictif parce qu'en fait, ça, on le verra après, ça apparaît absolument de partout. Donc ça, c'est une vue très plaquée. C'est contexte, mécanisme, effet. L'évaluation réaliste va bien au-delà et a un potentiel bien plus important que ça. C'est qu'elle va pouvoir mettre tout ça en musique. Et ça va créer des configurations. Alors là, vous allez un peu crier. On a identifié grâce à ça, c'est que là, on avait plaqué les choses. Maintenant, on va pouvoir aller piocher dans les ingrédients, un peu là, les mettre ensemble, et ça va créer des configurations, et il y a des conditions d'activation qui vont aller activer certains mécanismes qui eux-mêmes vont avoir des effets. Et vous voyez qu'on va de plus en plus loin dans la compréhension fine de ce qui se passe. On n'est plus dans un modèle descriptif, on est vraiment sur des configurations. Donc on a identifié 15 conditions d'activation. Et par exemple, je vous donne là un exemple, pour activer le mécanisme 1, s'approprier l'environnement. Il faut que l'enfant arrive à s'approprier son environnement. Il faut 3 conditions. Il faut que son accompagnement soit très structuré. Et ça signifie plein de choses, un emploi du temps clair, visible, etc. Il faut que l'accompagnement fait par les différents intervenants soit fait en cohérence et que cette cohérence soit explicite vis-à-vis de l'enfant. Donc là, on est sur les professionnels qui l'accompagnent. Et il faut que son parcours scolaire privilégie la continuité et anticipe les situations de transition. Si on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de l'année ou à la fin du collège ou à la fin de l'école primaire parce qu'on ne sait pas la suite, on ne pourra pas aller dans ce parcours-là. Donc là, ça vous donne des exemples de conditions. Mais ces conditions elles-mêmes, vous voyez que là, ça on le sait quand même, c'est pas très nouveau quand même de dire ça. Ce qui est important, c'est que ces conditions, donc ces 15 conditions, sont constituées de 55 combinaisons qui utilisent plus de 133 ingrédients, en fait. Et c'est là où je ne vais pas vous donner trop de détails, enfin, je vais en donner après juste pour l'exemple, mais ça vous donne des schémas comme ça. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile à synthétiser. Et si on synthétise, ça donne des choses comme ça qui, finalement, ne sont pas si intéressantes, en tout cas pas tellement utiles à l'action. Donc, juste pour vous dire, par exemple, il y a, dans le schéma là, que vous voyez, c'est les conditions pour activer le mécanisme, se sentir élève comme les autres. Donc, pour ça, en fait, c'est 4 conditions et il y a 19 combinaisons de 52 ingrédients. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu à toucher le type de résultat qu'on observe avec l'évaluation réaliste. Je voulais juste peut-être vous donner une ou deux illustrations. J'ai encore 5 minutes. Par exemple, un élève, pour qu'il se sente élève comme les autres, il faut qu'il soit élève de son maître et de sa maîtresse. En général, dans les classes, l'élève est à part, il a un ESH assis à côté de lui, et s'il a un enseignant spécialisé, l'enseignant spécialisé va s'occuper de lui. Là, l'idée, c'est de dire, un des leviers, c'est un parmi d'autres, là c'était juste pour vous donner un exemple, c'est que l'enseignant, c'est qu'il y ait un processus de co-enseignement dans la classe, et que l'enseignant de référence de la classe ordinaire, par exemple, je ne sais pas, 3 fois dans la semaine, pendant 1 heure, il confie le groupe classe à l'enseignant spécialisé, vous voyez, ça fait un peu changer les idées, et lui-même s'occupe de l'enfant en situation de handicap. Donc il aura 3 fois 1 heure dans la semaine où ce sera bien son élève, et les autres élèves verront aussi que c'est son élève, et il va apprendre à le connaître, et il va apprendre ses besoins, et il va apprendre à adapter son enseignement à cet enfant, et il va le voir évoluer, donc il va pouvoir le suivre. Donc vous voyez, voilà, c'est ce genre de levier que l'étude apporte. Un autre exemple, c'est qu'il faut que l'élève se sente élève de l'école aussi. Donc pour qu'il soit élève de l'école, déjà, il faut qu'il soit scolarisé dans son école. Et là, on vient à un des principes fondamentaux qu'a choisi le département de l'Eure-et-Loire. Tout élève est scolarisé par défaut dans son école de secteur. Ensuite, il faut quand même qu'il soit accompagné par le médico-social. Et donc là, c'est quelque chose aussi qui est mis en place. Il faut qu'il déjeune à la cantine, il n'y a pas le choix. Si c'est le seul,
tous les jours à 11h30 à partir, est-ce que ses parents doivent venir pour que lui, il aille manger et qu'il revienne après, et bien là, vous allez faire une rupture d'inclusion, puis ça ne marchera pas. Donc, il faut qu'il aille à la cantine, mais pour qu'il aille à la cantine, il faut que le personnel d'encadrement soit formé. Et pour que le personnel d'encadrement soit formé, il faut qu'il y ait une coopération, un partenariat avec les collectivités territoriales qui aient formé leur personnel. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on décline un petit peu les choses. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, mais voilà, là, pour ça, je vais m'arrêter là. Enfin, je ne m'arrête pas là, hein, c'est juste pour cette diapo. Alors, je continue, mais voilà. Finalement, qu'est-ce que nous apportent un petit peu ces résultats? Donc, vous avez quand même compris, j'insiste, hein, mais je pense que l'intérêt des résultats ne sont pas la synthèse justement de ces résultats, c'est toute la finesse de ces résultats. Qu'est-ce que ça apporte? On a parlé tout à l'heure de complexité. Ça apporte quand même un cadre conceptuel où on arrive à poser sur un schéma ou voilà, quelque chose, tout ce qui va venir intervenir. Et justement, j'ai bien aimé, Christophe, ce que vous disiez. Il s'agit par moment aussi d'admettre, de reconnaître que oui, c'est complexe. Et oui, on va avoir du mal. Et oui, ce n'est pas un miracle et tout va bien se passer. Et rien que ce schéma, je pense, vous aide à admettre que c'est vraiment complexe et que ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça permet de mettre en évidence aussi? Pour moi, c'est quand même des arguments sur un certain nombre de choses. Déjà, ça met en évidence qu'il y a des principes fondamentaux à choisir au niveau départemental liés aux modalités de scolarisation. Donc, par exemple, que tout élève, par défaut, est inscrit dans le secteur, que la scolarisation doit commencer dans l'école de secteur le plus tôt possible. On n'attend pas. Voilà, des principes absolument clés comme ça qui sont mis en place, sur lesquels il va falloir se mettre d'accord. Ensuite, je trouve qu'on le sait, on l'a dit depuis ce matin, il faut une coopération. Pour moi, ça commence à être un élément de preuve. Et je vous promets que je n'ai pas triché. Quand je vous ai dit qu'on avait ces 162 ingrédients, il y en a 67 qui relèvent de l'éducation nationale, je ne sais jamais si c'est dans ce ordre-là ou l'inverse, peu importe, et 68 du médico-social. C'est quand même sympa, non, pour montrer qu'il faut une coopération. C'est vraiment le hasard. Il y a le même nombre d'ingrédients qui interviennent sur chacun des deux secteurs. Ensuite, je pense que l'étude aide à étayer aussi le fait qu'il ne faut pas y aller chacun pour soi de son côté. C'est nécessairement systémique. C'est tout le monde ensemble et à tous les niveaux. Il ne faut surtout pas dire c'est de la faute des enseignants, hein. C'est eux qui doivent faire. Et pour preuve, c'est que sur tous les ingrédients qu'on a vus, je prends l'exemple de l'éducation nationale, sur les 68 ingrédients, quand j'ai compté, il y en a 42 qui relèvent de facteurs structurels, organisationnels, qui ne sont pas du tout de la posture de l'enseignant devant l'enfant. L'enseignant, il doit être mis dans des conditions favorables, qui viennent de la direction, qui viennent du service école inclusive, qui viennent des décisions qui sont prises au niveau national. Donc, c'est nécessairement systémique. Et enfin, un dernier, et ça, c'était quelque chose qu'on souhaitait regarder, c'est que si l'approche est territoriale, si c'est le choix qui est fait, comme ça a été le cas en Eure-et-Loire, naturellement, vous levez un certain nombre de verrous. Et ça, il me semble qu'un des arguments, c'est de dire qu'il y a 22 ingrédients de l'échelle qui relèvent du pilotage territorial. Ils sont bien plus utilisés que les autres ingrédients dans toutes les combinaisons là, que vous avez vues, dans tout le mapping. Ils reviennent sans arrêt. Ça veut dire qu'ils sont d'une importance folle. Donc, si vous n'avez pas ça, ça va déjà être difficile quand même. Donc, voilà. Et une dernière un peu discussion autour de ces résultats. Vous avez vu depuis ce matin, de dire que la recherche doit être utile à l'action. Donc, est-ce que l'évaluation réaliste permet de produire des résultats utiles à l'action pour orienter l'action, hein? Donc, il me semble que oui, vous avez vu, on est plutôt passé du « est-ce que ça fonctionne, oui, non » au « comment ». Comment ça fonctionne, pour qui, dans quelles conditions, pourquoi. Et ça va nous emmener des éléments qui vont nous aider. Ça va nous permettre d'analyser quand ça marche, quand ça ne marche pas, finement les raisons d'un échec, d'une réussite. Ça ne sera pas une analyse globale. Là, maintenant, on a toute la finesse pour vraiment se dire « Ah, mais ça marche. Attendez, non, ça ne marche pas, mais alors, est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que ça s'est mis en place? Ah non, mais il n'y a pas ça. » Donc, on peut expliquer et on va pouvoir œuvrer sur ça précisément. Donc, ça donne des conclusions fines et circonstanciées. Et ça, c'est vraiment important. Vous l'avez vu depuis le début, adaptable à tout type de contexte. On part de vos contextes. On ne vous dit pas d'être différent. Vous êtes comme vous êtes. Et chacun va pouvoir aller regarder tous ces leviers et se dire «
Ah, ça, je l'ai, j'y touche plus là. Ah, ça, je ne l'ai pas, mais je suis incapable, vu mon contexte, je suis incapable d'agir dessus. Ou ça, au contraire, je ne l'ai pas, mais là, je vois, ça, c'est possible d'agir, donc on va le faire sur notre territoire pour arriver à reproduire. En fait, ce qui va être absolument indispensable de reproduire, c'est les mécanismes à activer chez l'enfant. Mais chacun va ensuite activer tous les ingrédients différents comme il peut dans son territoire pour activer ce mécanisme. Et il y a plein de façons d'activer les mécanismes. Ça, c'est vraiment important. Et puis, peut-être juste un dernier point, ça me semble important, c'est que du coup, comme on regarde tous les leviers contextuels, etc., ça veut dire que le contexte, il a le droit de changer. Donc là, nous, quand on a mené l'étude, les passes n'étaient pas encore là. Donc là, si on n'était pas capable d'adapter le contexte, ben en fait, on jetterait l'étude à la poubelle, quoi. Un peu dommage. Donc là, ça, c'est un processus réflexif. Ah, maintenant, il y a les passes. Qu'est-ce que ça change dans mon contexte, dans mon environnement ? Bon, ben, je garde la structure de l'étude et elle m'aide quand même, heureusement. Voilà. Donc, je tenais à souligner ce point-là. Merci beaucoup, Éléonore. Oui. Alors... Vous avez remarqué, elle parle quand même très très vite. Donc avant même de déjeuner, on va pouvoir commencer à essayer de digérer tout ce qui vient d'être dit. Il y a du boulot. Maëva, peut-être ? Merci pour ces explications, Éléonore. C'est très intéressant, mais j'ai pas tout compris. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le résultat le plus important pour les enfants ? Oui, alors je vais revenir sur, pour les enfants, moi, l'effet, donc je vais revenir à l'effet qui, je pense, a été le plus surprenant, c'est justement que les progrès sont dans des moments, dans des zones, dans des domaines inattendus qui surprennent absolument tout le monde. Et ça, pour moi, c'est un argument clé pour dire que, et de toute façon, on a vu ce matin, c'est un droit, il n'y a pas à se questionner, mais il y a encore trop, à mon goût, ce débat, est-ce qu'il faut ou pas l'éducation inclusive ? Mais bien sûr, quand on voit des résultats comme ça, jamais vous serez en capacité de reproduire dans un milieu spécialisé, plus fermé, une telle ouverture qui permet à des enfants de se révéler, en fait, sur un endroit, encore une fois, imprédictible. Donc oui, il faut l'école inclusive. La question, c'est pas est-ce qu'il faut, c'est comment. C'est comment. Et ça, il faut vraiment qu'on se la pose. Mais voilà, donc ce résultat, alors je ne sais pas si c'est plus accessible comme ça. Voilà. Je pense que ça reste une réponse un peu compliquée, mais en résumé, en très gros, ce que dit Éléonore, c'est que cette recherche, elle fait beaucoup de bien aussi aux enfants, aux élèves, parce qu'on voit mieux quelles sont leurs compétences, leurs capacités. Toi, ça permet... En disant ça, est-ce que je suis complètement à côté ou... voilà. Est-ce que ça, tu le comprends mieux quand je dis... Voilà, et ben, ça sert aussi à ça. Je vais juste donner peut-être une citation de Stephen Hawking qui disait en fait, il faut libérer les potentialités. Et je trouve que ça résume très bien la situation. C'est libérer les potentialités. Voilà, il ne parlait pas beaucoup en Falck, mais potentialité, c'est un peu les capacités. C'est ça, on va pouvoir les voir. Est-ce que tu avais une autre question peut-être pour Éléonore ? Merci, j'ai encore une autre question. C'est bien cette étude, mais on fait quoi maintenant avec ça ? Alors, il y a la possibilité, on a imaginé à un moment, de vous imprimer l'article scientifique, comme le disait Serge Thomaset, pour bien dormir le soir. Vous l'auriez tous mis sur votre oreiller. Alors, on a quand même fait un effort, on a traduit cet article en français, et franchement, ça nous a demandé beaucoup de travail, donc on espère que vous le regarderez un petit peu. Mais ça ne va vraiment pas suffire. Vous avez vu que les résultats sont assez complexes, et effectivement, ça va demander... Ça a demandé des étapes importantes, je dirais en temps presque aussi long que le temps de la recherche, de traduction de ces résultats pour que ça devienne des outils. Mais là, j'en dirai pas plus, parce que ça, c'est cet après-midi. Voilà, en gros, ce que nous dit Éléonore, qui, comme beaucoup de scientifiques, a du mal à faire très très simple, c'est que ça a été traduit... Non, je rigole, c'est simple en plus. Ça a été traduit en français. Eh bien, peut-être que demain, il y aura une traduction en facile à lire et à comprendre pour mieux expliquer
cette recherche, l'importance de l'étude aux personnes directement concernées. Donc, on l'espère. Et puis, comme disait Léonore, on va voir cet après-midi les outils. Alors, je crois qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on tente une question dans le public ou on a... Si vraiment il y a quelqu'un qui a une question là, percutante, intéressante, courte et compréhensible. Alors, qui se lance? Sinon, bon, on aura le loisir et vous aurez... Ah, on a quelqu'un qui se lance. Alors, tiens, prends celui-là plutôt. Non, mais il faut prendre un micro, je pense. Ouais. Si, il faut. Vous avez peut-être répondu à la question, mais je n'ai pas. Enfin, où est-ce qu'on peut trouver la version scientifique de ce que vous avez fait? Donc c'est accessible, hein, on a publié dans un journal accessible justement dans l'idée de pouvoir diffuser largement et donc sur le site Cap École, la page internet, vous avez tous les éléments là dans votre dossier, il y a la présentation, alors je parlerai cet après-midi de cette page et des outils, mais en tout cas la présentation de la recherche avec la note de synthèse longue que vous avez dans les dossiers et le lien vers les 2 publications, donc la version publiée en anglais et sa traduction en français. Merci. Merci. Est-ce que vraiment quelqu'un a une petite question courte? Sinon, on a encore un volontaire. Très bien. N'hésitez pas aussi, si ça a du sens, à préciser d'où vous parlez et qui vous êtes. Oui, bonjour, Yannick Bernier, donc président d'Autisme Eure-et-Loir et d'ADAPI 28 et Papillon Blanc d'Eure-et-Loir. Les présentations sont excellentes, hein, je trouve ça formidable en fait. Je suis très content d'être venu aujourd'hui. Je vais quand même vous poser une question par rapport à ce que les familles ressentent ou vivent. On nous explique qu'on a une baisse générale démographique qui va faire réduire le nombre d'enseignants via la carte scolaire. Et parallèlement, on a la MDA qui nous confirme que depuis 2020 à 2025, on a augmenté à peu près d'1 tiers, excusez-moi, le nombre de personnes accompagnées, enfants accompagnés. Donc je pense qu'il y a une inadéquation. Alors, mettre les gens dans un milieu ordinaire, il ne faudrait pas que ce milieu ordinaire se déshabille. Est-ce qu'il y aura des moyens pour recevoir les personnes dans le milieu ordinaire? Bon, alors là, je crois que je vais passer le micro à nos politiques. Est-ce qu'ils sont encore là, les politiques? Ça me dépasse. Mais... Oui, vas-y, je t'en prie, finis. Mais oui, c'est peut-être pas pour toi. Ouais, sur ça, évidemment, je répondrai pas sur ce point-là, mais juste peut-être un élément quand même. Il me semble que l'école pour tous et la transformation amène à une transformation globale, encore une fois, qui doit rendre l'école accessible plus facilement à tous et qui devrait en partie répondre à ce questionnement. Parce que les bénéfices, là je l'ai pas dit, parce que c'est pas comme ça qu'on a voulu évaluer les choses, mais les bénéfices sont vraiment pour tous. Et notamment, ce qu'on montre dans l'étude, c'est qu'un des mécanismes, c'est que l'enfant, il doit se sentir comme les autres, donc il ne faut pas qu'il soit stigmatisé. Et donc, on montre justement que les supports qu'il doit recevoir, dans la mesure du possible, en fait, il doit être mutualisé à tous les enfants qui ont un besoin dans la classe. Et donc, ça va servir aux autres également. Et par exemple, l'AESH, idéalement, faut aussi qu'elle aille s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, et pas que de l'enfant. Il faut brouiller les pistes. Il ne faut plus savoir qui a besoin réellement ou pas. Tout le monde a un peu besoin. Et pour l'enseignant spécialisé, c'est pareil, etc. Donc, voilà, c'est peut-être un élément de réponse pour dire que les choses de ces différentes évolutions et mouvements vont peut-être réussir à s'imbriquer pour que ce soit favorable.